Magistrat de formation, juriste passionné, expert en cybersécurité, ancien substitut du procureur de la République à Saint-Louis, ancien vice-président du tribunal d'instance de la Vieille Ville, ancien juge au tribunal de grande instance de Dakar, Dr Papa Assane Touré est l'invité spécial d'Ousmane Gueye ce dimanche dans E-Tech. Où en est-on dans la lutte contre la cybercriminalité au Sénégal? Quels sont les moyens d'investigation à la disposition des magistrats? Quel traitement faire des enregistrements dissimulés? Abuse-t-on des écoutes téléphoniques? Quelle formation des hommes de loi pour faire face au phénomène? La coopération internationale connaît-elle de réelles avancées? Le secrétaire général adjoint du gouvernement chargé des affaires juridiques va aussi aborder la transformation digitale de l'administration et tant d'autres sujets à suivre ce dimanche 20 mars 2022 après les éditions de 7h et 12h sur e-radio E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de E-Tech qui reçoit ce 20 mars 2022 un digne fils du Sénégal qui fait l'honneur de notre pays aussi bien dans les textes juridiques qu'en dehors. Papa Assane Touré, bonjour. Bonjour Ousmane. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Docteur en droit privé et sciences criminelles, vous avez écrit à ce titre de nombreux ouvrages. Très subjectivement, j'en retiendrai le traitement de la cybercriminalité devant le juge, l'exemple du Sénégal, votre thèse de doctorat soutenue le 22 décembre 2010 avec mention très honorable assortie des félicitations du jury. Vous en faites d'ailleurs un livre que je découvre à l'Harmattan au début de ma carrière journalistique et qui a suscité chez moi sur le champ l'idée de vous recevoir devant un micro. Vous êtes un Doomu Dakarou, une belle enfance passée en pays lébou dans les rues du quartier Asekna de Ouakam à quelques mètres de l'océan Atlantique où vous voyez le jour un mercredi 28 août de l'année 1974. Un père rigoureux attaché aux études, une mère couturière, l'aîné d'une fratrie de 6 membres qui ne jurait que par le droit. En classe de CM2 déjà, c'était tranché, vous optez de suivre un parcours de magistrat au détriment du basket qui parlait bien pourtant à vos 1,97 m. Secrétaire général du gouvernement, ça c'est par ailleurs, en charge des affaires juridiques. Depuis novembre 2014, vous avez beaucoup exercé comme magistrat au Sénégal. En plus de ce que la bande-annonce a dit, on retiendra que vous avez été directeur du Centre national d'état civil, conseiller technique au ministère de la Justice, chargé notamment de la cybersécurité, un domaine pour lequel vous avez énormément écrit et parlé, président du comité de rédaction de la loi sur la cybercriminalité, coordonnateur du groupe de travail sur la modification de la loi sur la cybercriminalité, rédaction du projet de loi du Burkina Faso sur la cybercriminalité, des missions de consultance qui s'ajoutent aux conférences, colloques et congrès dont je rappellerai des communications sur la protection des mineurs dans le cyberespace, la répression des comportements délinquants dans l'environnement électronique, la présentation de la loi sénégalaise sur la cybercriminalité, la stratégie législative de lutte contre la cybercriminalité en Afrique, la coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité. On n'oubliera pas les autres ouvrages, le dernier, l'entrée en vigueur des lois, des ordonnances et des actes administratifs en droit sénégalais chez Abyss Édition l'année dernière, les articles de doctrine, les cours, les séminaires. Comment tient-on, Papa Assane Touré, avec un tel rythme? Merci Ousmane. Je voulais d'abord commencer par te remercier pour avoir bien voulu me convier à cette émission extrêmement importante. C'est partagé. Merci beaucoup. Voilà, qui constitue véritablement une plateforme et un cadre de discussion pour tous les acteurs de l'écosystème du numérique, mais également une émission qui est suivie par tous les citoyens sénégalais parce que e-radio quand même est une radio qui est très suivie et je profite de l'occasion pour saluer tous vos auditeurs. Je ne sais pas si j'arrive à tenir, on me pose souvent cette question, très souvent on me pose la question, et comment tu fais pour tenir? Alors je réponds toujours en disant, je m'accroche en tout cas. Je dois dire que j'ai la chance d'avoir une épouse qui me comprend, qui me suit dans toutes mes initiatives spontanément. Parce que juriste comme vous? Certes, pas juriste, elle n'est pas juriste, elle n'est pas du tout juriste, mais elle m'accompagne, elle m'appuie dans toutes mes initiatives et je trouve l'occasion ici quand même de lui exprimer toute ma gratitude. D'autant plus qu'on est toujours dans le mois de mars. Le mois de mars, le mois de la femme, des femmes. Voilà, donc je trouve l'occasion de lui rendre l'hommage qu'elle mérite. La longueur de vos travaux rappelle certainement la présentation sur Kéba Mbaye lors de la communication sur l'éthique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar que vous connaissez très bien. Quelle différence entre Feu Kéba Mbaye et
Papa Assane Touré, est-ce qu'il y a des similitudes dans le parcours? Une différence fondamentale, Ousmane. Kéba Mbaye est véritablement un monument du droit et de la justice. Je pense que c'est une référence pour tous les juristes sénégalais, pour tous les juristes, j'allais dire des juristes africains. Et de par la richesse de sa production intellectuelle, de par son savoir-faire, mais surtout son savoir-être, le président Kéba Mbaye constitue une référence sûre. Et je pense qu'il a attaché définitivement son nom au droit et à la justice en Afrique en général. Ce que nous essayons de faire, c'est simplement de suivre le sillon qu'il a généreusement tracé pour nous. Papa Assane Touré, docteur Papa Assane Touré, par ailleurs secrétaire général adjoint du gouvernement. On reviendra un peu sur cette casquette plus tard lorsque le moment arrivera d'aborder la digitalisation de l'administration sénégalaise. On rappelle qu'il y a une grosse problématique d'abord pour le président de la République, Macky Sall, qui en parle très régulièrement, la cybercriminalité. C'est décidément le mot-clé de cette émission ou à tout le moins de votre présentation. Qu'est-ce que c'est quand on en parle, la cybercriminalité? C'est une excellente question, Ousmane. Je pense que la cybercriminalité constitue aujourd'hui un enjeu stratégique, aussi bien pour les institutions publiques, pour les acteurs privés que pour les citoyens tout court. Alors, quand on parle de cybercriminalité, on parle d'une forme de criminalité. Avant tout, on parle de la criminalité, de la délinquance. Quand on parle de délinquance, c'est un ensemble d'infractions, c'est-à-dire un ensemble de faits réprimés par la loi pénale. Donc un phénomène collectif. Alors quand on ajoute le préfixe cyber au substantif criminalité, ça donne cybercriminalité et ça renvoie à l'ensemble des infractions qui ont un lien avec le numérique. J'allais dire un lien avec les technologies numériques de l'information et de la communication. Alors là, il y a deux schémas d'implication des TIC, c'est-à-dire du numérique, dans le processus criminel, dans le processus de réalisation de l'infraction. D'abord, les TIC peuvent être l'objet de commission de l'infraction, c'est-à-dire la cible. Dans ce cas, le cyberdélinquant vise une composante des technologies de l'information et de la communication. Comme un site internet, une page Facebook par exemple? On peut prendre l'exemple d'un accès frauduleux à un système informatique. Par exemple, un cyberdélinquant qui s'attaque, qui pénètre frauduleusement un système d'information à l'insu du maître du système. C'est de la cybercriminalité puisque l'objet de l'infraction est une composante des technologies de l'information et de la communication. Mais le deuxième schéma d'implication des TIC dans le processus criminel, c'est lorsque les TIC sont un moyen, c'est-à-dire un instrument de réalisation d'infractions, mais là, on est en présence d'infractions classiques. Par exemple, aujourd'hui, une escroquerie peut être facilitée par l'Internet. On parle d'escroquerie en ligne, on parle de diffamation en ligne. Et un auteur disait que de plus en plus aujourd'hui, c'est la criminalité traditionnelle qui est transposée en ligne. C'est-à-dire que de plus en plus, on retrouve toutes les infractions traditionnelles qui se commettaient dans le monde du physique classique, on les retrouve dans le cyberespace, ce qui fait que la cybercriminalité couvre un domaine extrêmement large. Donc pour résumer, je dirais simplement que la cybercriminalité qu'on appelle encore cyberdélinquance couvre toutes les infractions qui ont un lien, soit comme objet, soit comme moyen, avec les technologies de l'information et de la communication. La différence entre la cybercriminalité et la cybersécurité, c'est quoi la différence? Excellente question, Ousmane. Quand on parle de cybercriminalité, on est sur le terrain d'un phénomène criminel. C'est-à-dire on est sur le terrain, c'est-à-dire on l'a défini tantôt comme un ensemble d'infractions, donc un phénomène criminel. Donc le professeur Abdoulaye Cissé nous disait que la cybercriminalité est le problème. On a d'ailleurs reçu dans cette émission et on le salue au passage. Absolument, le professeur Abdoulaye qui est un maître pour moi, il nous disait que quand on parle de cybercriminalité, on est en présence d'un problème, un ensemble d'infractions. Il y a un crime. Il y a un crime, il y a une infraction qui est réalisée. Par contre, quand on parle de cybersécurité, on n'est plus sur le terrain du phénomène criminel, on est sur le terrain des réponses, de politique criminelle. C'est-à-dire... Des réponses comme de l'anticipation, non? Des réponses d'abord préventives, puisque ce n'est pas seulement le droit qui intervient quand on parle de cybersécurité. On parle d'abord des réponses préventives, c'est-à-dire l'ensemble. Quand on prend la définition qui en est donnée dans la stratégie de cybersécurité de la CEDEAO, c'est un ensemble de solutions d'ordre préventif, d'ordre juridique, d'ordre politique, économique. C'est extrêmement large, c'est holistique, c'est une approche holistique qui tendent vers la sécurisation du cyberespace. Donc, quand on parle toujours de cybersécurité, on n'est plus sur le terrain des infractions, du phénomène criminel, on est plutôt sur le terrain des réponses, des solutions à donner au phénomène de la cybercriminalité. Et on voit à ce niveau que
le cyberdroit pénal, c'est-à-dire le droit qui fait face à la cybercriminalité, ne constitue qu'une des réponses de politique criminelle face à, vous avez cité tout à l'heure, les réponses préventives, les réponses techniques, les réponses politiques. Donc bref, la cybersécurité évoque toutes les réponses qui peuvent être données pour faire face aux questions de sécurité dans le cyberespace. À présent, on va évoluer un peu et là, on va interroger davantage le secrétaire général adjoint du gouvernement parce qu'on parle de l'État du Sénégal qui a élaboré un projet de loi d'orientation, la loi d'orientation sur la cybersécurité. De quoi s'agit-il très rapidement pour nous faire une idée rapide? Alors, pour bien comprendre ce projet de loi qui est aujourd'hui porté par le ministère en charge de l'économie numérique et des télécommunications. Il faut peut-être rappeler que la convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, le Sénégal a été le premier pays, peut-être on reviendra sur cette convention, à ratifier ce texte-là. Cette convention demande à tous les États membres donc de mettre en place une politique nationale de cybersécurité. Le Sénégal dispose de politiques dans beaucoup de secteurs, dans le secteur environnemental, dans le secteur agricole, etc. Le Sénégal dispose également d'une politique de cybersécurité. Cette politique a fait l'objet d'une stratégie qui a été validée, la stratégie nationale de cybersécurité qui va se dérouler jusqu'en 2023. Jusque-là, on n'avait pas un document qui confère une valeur juridique à ces documents, à cette politique-là. L'objet de la loi d'orientation sur la cybersécurité, c'est en réalité de fixer les grandes orientations de la politique de l'État en matière de cybersécurité. Et surtout, c'est important de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette politique. Parce que vous savez, une loi d'orientation sur le plan logistique, c'est une loi qui a pour objet de fixer le cadre d'une politique publique dans un secteur bien déterminé. On l'a dans le secteur de la cybersécurité. Et dans cette loi, on retrouve des principes directeurs qui vont traverser la politique de l'État en matière de cybersécurité. Cette loi prévoit le cadre institutionnel, c'est-à-dire les acteurs qui doivent intervenir dans la politique de cybersécurité. Cette loi rappelle également des structures qui existent déjà, des structures d'investigation comme la plateforme de la gendarmerie, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, comme la division spéciale de cybersécurité. Et la loi va très loin, la loi prévoit même des mécanismes de financement de la politique de l'État en matière de cybersécurité, puisque la loi envisage la mise en place d'un fonds pour le développement et l'appui de la politique de cybersécurité de notre pays. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment, Dr Papa Assane Touré, sur les formes de cybercriminalité, notamment parce qu'on ne peut pas tout lister, les plus courantes au Sénégal? Oui, il faut dire que la cybercriminalité présente quelques particularités dans notre pays par rapport aux autres pays. Alors j'avais déjà en 2013 publié une chronique de jurisprudence que j'avais intitulée 5 ans de droit pénal des technologies de l'information et de la communication. Alors dans cette chronique, j'avais constaté 2 tendances principales de la cybercriminalité. D'abord, c'est la tendance à la diffusion de contenu illicite en ligne. La cybercriminalité au Sénégal, et cette tendance se confirme aujourd'hui, est plus une criminalité de contenu, c'est-à-dire une criminalité qui se traduit par la diffusion de contenu illicite. Des vidéos compromettantes, des photos compromettantes par exemple? On le constate tous les jours, des photos compromettantes, on collecte des données à caractère personnel de personnes qu'on diffuse sur le réseau. C'est des cas de diffamation en ligne. D'ailleurs, c'est important de le préciser. Oui. Le premier jugement qui a été rendu sur la cybercriminalité, c'est l'affaire Robert Sagna. On est le 6 août, c'est 6 janvier 2014. Donc c'est récent. 2014, c'était avant l'avènement de la loi sur la cybercriminalité, puisque 6 janvier 2000. Donc, dans cette affaire, il s'agissait d'un cas de diffamation en ligne. Et le juge a été obligé de s'appuyer, même si à l'époque, il n'y avait pas de texte sur la cybercriminalité. Donc, c'est pour dire simplement que la première tendance, qui est une tendance très très lourde, c'est que la cybercriminalité au Sénégal est surtout une criminalité de contenu. Et ça s'explique comment? Je sais que je ne pose pas la question à un sociologue, mais ça s'explique comment? C'est peut-être l'état de notre société. Vous savez, les technologies ne sont que des supports de transmission. Et des reflets parfois, oui. Et des reflets de notre société. Donc, c'est en réalité ce que nous vivons tous les jours, les comportements qui se traduisent, qui se transposent dans l'environnement électronique. C'est peut-être ce qui l'explique. Peut-être les sociologues pourraient creuser un peu cette analyse-là. Deuxième tendance, c'est que traditionnellement, on disait que la cybercriminalité est une criminalité passionnelle. C'est des jeunes qui percent les systèmes d'information pour montrer qu'ils ont les capacités de le faire. Mais le constat dans presque tous les pays du monde, c'est que la cybercriminalité est de plus en plus une criminalité économique.
C'est-à-dire donc bien réfléchi derrière. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est pas un jeu, c'est plus une criminalité économique et une criminalité organisée. C'est-à-dire c'est des gens qui recherchent de l'argent. Lorsqu'ils percent des systèmes d'information, lorsqu'ils piratent des systèmes d'information, ces cyberattaques sont souvent justifiées par le besoin de tirer un profit quelconque. Lorsque les banques, je ne veux pas citer le nom de banque, font l'objet d'attaques informatiques, c'est très régulier. Et c'est très régulier, c'est courant de constater ces situations-là. D'ailleurs, dans une affaire que le tribunal de grande instance a jugée en 2012, c'est l'affaire Wari. Il faut pas, pour ne pas... Oui. Voilà, dans cette affaire, c'était vraiment un cas de fraude informatique. Un ancien salarié du système de transfert d'argent qui, connaissant le paramétrage de ce système-là, a pu pénétrer le serveur et procéder à des transferts frauduleux de sommes d'argent au bénéfice d'un de ses amis. Et le juge a considéré que ces faits étaient constitutifs de fraude informatique. Donc c'est pour dire simplement que c'est vraiment deux tendances extrêmement lourdes aujourd'hui. C'est surtout une criminalité médiatique, c'est-à-dire une cybercriminalité de contenu et une criminalité de nature économique qui est orientée vers la recherche du profit. Et bien entendu, chaque fois, le juge, le magistrat est au cœur de ces affaires. Mais qu'en est-il de la formation pour ces magistrats dont vous faites partie, docteur Papa Assane Touré? Ousmane, tu poses les bonnes questions. Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir un cyberdroit. Le Sénégal dispose d'un droit. Un cyberdroit a été l'un des premiers pays à avoir ce cyberdroit. Il faut quelqu'un qui l'interprète. Voilà, il faut quelqu'un qui l'interprète. Je pense que l'acteur qui est chargé d'appliquer ce droit doit être vraiment suffisamment formé. Je ne dis pas qu'on va aller vers une cybermagistrature. Mais pourquoi pas, si c'est possible? Si c'est possible, mais je veux dire simplement qu'il faudrait au moins, puisqu'il y a des principes qui sont consacrés par des textes comme la Convention de Malabo, par notre loi d'orientation sur la société de l'information, qui consacre le principe de formation. C'est-à-dire les magistrats, les acteurs en charge de la lutte contre le phénomène doivent être capacités, doivent être formés. Et la formation, moi je l'entrevois par rapport à deux points essentiellement. D'abord, c'est la formation juridique. Ça peut paraître évident. Oui, c'est des magistrats, donc ils connaissent le cadre juridique. Ce n'est pas évident. Puisque les nouvelles cyber-infractions qui ont été créées, les nouvelles procédures, c'est assez récent. La loi sur la cybercriminalité remonte à 2008. C'est récent. Et moi, j'ai constaté que dans les décisions rendues, quelquefois, on constate que les juges ne maîtrisent pas trop les qualifications pénales. Et c'est eux qui doivent appliquer ces qualifications pénales. Autre constat, c'est toujours par rapport aux considérations d'ordre juridique, par rapport à la formation juridique, c'est que peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ça. La loi a mis à la disposition des magistrats des outils extrêmement puissants d'investigation. Un juge peut, on reviendra sur ça, perquisitionner un système informatique, procéder à des saisies électroniques, intercepter des données. Mais ce qui est curieux, c'est que depuis l'avènement de la loi sur la cybercriminalité en 2008, moi j'ai fait des constats. Les magistrats n'ont pas recours à ces outils d'investigation. Ce n'est pas peut-être parce qu'ils ne savent pas que ces outils existent. C'est peut-être parce qu'il y a un problème de formation technique. Et cette formation technique, elle est extrêmement importante. Le magistrat n'est pas forcément un ingénieur informaticien, c'est pas possible. Il n'est pas un DSI. Il n'est pas un DSI, voilà. Mais le magistrat doit être édifié sur l'environnement des réseaux. Il doit comprendre. Quand on parle de l'Internet, quand on parle d'Internet des objets, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de techniques de collecte des données, il doit être édifié sur l'environnement technique des réseaux. Je pense que cette formation technique, elle est extrêmement importante puisqu'elle permet en réalité de donner aux magistrats des outils qui lui permettent d'apporter des réponses suffisamment adaptées au phénomène, au problème de la cybercriminalité qui est porté devant lui. Oui, comme le mot, disons le préfixe cyber est partout, hein, pour citer aussi dans une de ses nombreuses conférences, le professeur Abdoulaye Cissé, parlons de cyberperquisition. J'ai fait c'est peut-être un néologisme de mon côté, mais comment se font les perquisitions à l'heure du numérique? Par exemple, dans une affaire cybercriminelle, la perquisition, elle se fait comment? Puisque cette fois, on ne perquisitionne peut-être pas une maison, un domicile, mais un système d'information, par exemple. Très bonne question, Ousmane. Vous savez, dans la pureté originelle de la perquisition, il s'agissait de pénétrer dans un lieu physique.
une chambre, un garage, pour y rechercher des objets, parce que le code de procédure a utilisé cette formule, des objets ou des documents utiles à la manifestation de la vérité. Et tout de suite, les juristes se sont accordés pour dire que ces objets sont des objets physiques. Donc, le juge n'était pas habilité à accéder à un serveur, donc à un lieu virtuel, pour y rechercher des données utiles à la manifestation de la vérité. Alors, c'est la raison pour laquelle dans tous les pays, pratiquement dans la loi sur la cybercriminalité, le mécanisme a été réaménagé. Aujourd'hui, on permet à un juge ou à un officier de police judiciaire, police ou gendarmerie, de perquisitionner un système informatique. Alors, concrètement, c'est quoi une perquisition informatique? La perquisition informatique consiste à accéder, même à l'insu du suspect ou de l'inculpé, à son système d'information. Mais avant, dans la perquisition classique, on prévenait, non, l'intéressé. On disait que on va perquisitionner chez vous, ou ça ne se passe pas comme ça? Oui, c'est-à-dire dans les dispositions traditionnelles. On vient avec un, je ne sais pas comment vous l'appelez, un mandat ou quelque chose comme ça, non? Non, en droit sénégalais, il n'y a pas de mandat, parce que ce qu'il faut distinguer, c'est que l'enquête soit une enquête préliminaire ou enquête de flagrance. Si c'est une enquête de flagrance, c'est-à-dire une enquête où l'infraction est une infraction flagrante. La personne a été prise en flagrant délit, La main dans la poche, comme on dit en quelque sorte. En résumé, pour faire simple, je ne veux pas entrer dans les détails techniques, mais si c'est une enquête de flagrant délit, l'enquêteur qui réalise la perquisition n'a pas besoin de recueillir le consentement de l'intéressé. Il peut poser d'autorité l'acte de perquisition. S'il s'agit par contre d'une infraction qui ne présente pas un caractère flagrant, là, tous les actes qu'il pose exigent l'assentiment de l'intéressé. C'est un peu la distinction qu'il faut faire. Alors, maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que ce dispositif qui est applicable aujourd'hui aux perquisitions classiques peut s'appliquer dans le cadre d'une perquisition informatique? Si l'on sait, Ousmane, tu le sais, tu connais bien le numérique, qu'il est possible techniquement de perquisitionner un système informatique à distance. C'est-à-dire qu'il est possible de rester chez soi et d'avoir accès en utilisant des techniques particulières, des malwares ou bien des logiciels particuliers pour accéder à un serveur qui se trouve quelquefois même à l'étranger. Mais ça, le juge peut le faire, il peut recourir à des malwares. Ce serait le comble, là, ah bon? C'est-à-dire lorsque chaque fois que le magistrat ou l'officier de police judiciaire est confronté à des difficultés pour accéder à un système d'information, la loi l'autorise à utiliser tous les procédés, tous les programmes. C'est prévu, donc il n'est pas hors la loi alors. Ce ne serait pas comme un simple cybercriminel en fait. Non, je dis très souvent qu'une perquisition est un accès frauduleux autorisé. Tout à fait, et ça vous l'avez d'ailleurs, je pense, rappelé à Saint-Louis, à Gaston Berger, lors d'un panel. Absolument, absolument. C'est un accès frauduleux autorisé. Donc la loi habilite l'autorité judiciaire ou l'autorité policière à perquisitionner le système informatique. Et tout change avec l'autorisation. Voilà, tout change avec l'autorisation. Il est habilité à le faire. Donc, dans ce cas-là, la loi dit qu'il peut utiliser tous les procédés, il peut utiliser même des logiciels pour craquer le mot de passe. Par exemple, quelquefois, les délinquants peuvent mettre en place, ou les suspects, des mots de passe qui permettent... Qui rendent difficile l'accès au système d'information. Dans ce cas, il peut utiliser des logiciels de craquage ou toutes sortes de procédés pour pouvoir accéder au serveur de l'intérêt. Je sais que c'est prévu par la loi, docteur Papa Assane Touré, vous nous l'avez dit, mais est-ce que ça se fait? Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a ces perquisitions, disons, à distance, donc ces téléperquisitions? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'on le fait? Je sais que, je l'ai dit tantôt, parce que seules deux autorités sont habilitées à réaliser ces types d'actes. C'est l'autorité judiciaire et l'autorité policière, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire. Pour l'autorité judiciaire, je ne pense pas qu'on ait recours à ces types d'opérations. Par contre, les enquêteurs, si vous allez à la division spéciale de cybersécurité, vous allez à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie, ces perquisitions, même à distance, peuvent être réalisées pour les besoins des investigations, tout simplement.
Docteur Papa Assane Touré, magistrat de formation, passionné de droit, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Docteur Papa Assane Touré, en plus d'être magistrat, est aujourd'hui, depuis novembre 2014, secrétaire général adjoint du gouvernement. Mais quand on parle de docteur Papa Assane Touré, on sait très bien que le droit n'est jamais loin. Donc, secrétaire général adjoint du gouvernement en charge des questions juridiques. Nous allons marquer une pause de 25 minutes, le temps de suivre les infos de ce dimanche 20 mars 2022 et l'on se retrouve juste après pour poursuivre ce numéro spécial avec Dr Papa Assane Touré sur la cybercriminalité, la cybersécurité et bien entendu toutes les autres thématiques qui vont avec. Une pause donc, 25 minutes et on se retrouve juste après. E-Tech, une émission proposée et présentée par Ousmane Gueye sur iRadio. Docteur Papa Assane Touré, magistrat de formation, secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal en charge des questions juridiques, nous fait le plaisir, l'honneur et l'amitié d'être notre invité ce dimanche 20 mars 2022 sur iRadio. Nous parlons cybersécurité, cybercriminalité principalement. J'aimerais pour cette seconde partie, docteur Papa Assane Touré, que l'on s'attarde un peu sur les écoutes téléphoniques. D'abord, ça se fait comment, l'écoute téléphonique? Parce que ce n'est pas courant. Alors, en matière de cybersécurité, quand on parle des écoutes, parlant des écoutes téléphoniques, ça renvoie essentiellement, pour l'essentiel, aux mesures d'interception. Autrefois, on parlait d'interception de télécommunications. C'est ce qui renvoie justement aux écoutes téléphoniques. Mais de plus en plus, on parle d'interception de correspondance émise par voie électronique, avec les interceptions portant sur notamment la voie sur IP, les communications qui passent par les réseaux électroniques. Alors, au Sénégal, de façon générale, nous avons deux types d'interceptions. Il y a d'abord ce qu'on appelle les interceptions administratives et d'autre part, il y a les interceptions judiciaires. Les interceptions administratives sont en réalité des mesures de police administrative. En droit, quand on parle de police administrative, on renvoie à une activité qui tend à prévenir la commission d'infractions pénales. C'est-à-dire on veut éviter... On anticipe. On anticipe. C'est une approche préventive. On veut prévenir la commission d'actes de terrorisme, d'actes de criminalité organisée, de cybercriminalité. On veut prévenir ces actes. On peut prévenir des actes qui portent atteinte à la sécurité publique. Parce qu'aujourd'hui, on est en présence de criminalité émergente qui se développe de plus en plus. Alors, pour ce faire, l'autorité administrative, la loi l'habilite à prendre des mesures de police. Avec, par exemple, pour ces écoutes des mots-clés que l'on répertorie selon le contexte, par exemple, on peut parler de ça? On peut parler de ça. Mais la loi habilite donc l'autorité administrative à procéder à ces interceptions. D'ailleurs, si on voit bien la loi sur le renseignement, il y a une loi de 2016 sur le renseignement qui dit que les services de renseignement peuvent utiliser tous les procédés intrusifs, c'est textuel, c'est ce que la loi dit, intrusifs de surveillance et de localisation de personnes pour prévenir une menace à la sécurité publique. Vous voyez que c'est des pouvoirs extrêmement, quand on dit des procédés intrusifs, ça renvoie notamment aux écoutes téléphoniques, ça renvoie aux interceptions de toutes sortes. Alors, nous savons tous que l'autorité administrative peut poser de tels actes, ces opérations, pour prévenir dans le cadre du renseignement, dans le cadre de la sécurité publique. Et comme on parle de renseignement, évidemment, à l'insu des écoutés. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même quand on parlera plus loin des écoutes, des interceptions judiciaires, la mesure doit être faite à l'insu de l'intérêt. Sinon, elle n'est pas efficace. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est poursuivi, par exemple, pour trafic de drogue, si cette personne est placée sous écoute, évidemment, la personne ne doit pas savoir effectivement qu'elle fait l'objet d'une écoute. C'est ça qui permet à la mesure d'être efficace. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire les interceptions administratives. Au Sénégal, il n'y a pas de texte de portée générale. C'est ça qui est important de dire. Il n'y a pas de texte de portée générale sur les interceptions administratives. À part la loi sur le renseignement qui évoque un peu ces procédés intrusifs, de localisation et de surveillance, il n'y a pas un texte de portée générale sur les écoutes.
Par contre, les interceptions administratives sont encadrées. Quand on dit interception, les interceptions judiciaires, quand on parle d'interception judiciaire, ce sont les interceptions qui supposent la commission d'une infraction. Une infraction a été commise, une enquête est ouverte, le juge d'instruction est saisi. Dans ce cas, la loi l'habilite à intercepter les correspondances d'une personne. Et c'est très large. Parce que quand on dit interception de correspondance émise par voie électronique, ça peut être de la voix, mais ça peut être aussi des données. Par voie électronique, voix, c'est avec eux. C'est avec eux, absolument. C'est-à-dire, c'est le support-là qui est en cause, le moyen de transmission. Ça peut être aussi du courrier électronique. Tout ça, le juge peut. Mais on englobe tout dans voix, V-O-I-E. V-O-I-E. Tout ça, donc, c'est très large. Vous voyez, mais c'est un procédé très intrusif et qui est de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne. Le téléphone, on comprend qu'on puisse intercepter les communications électroniques, mais comment on peut le faire avec un mail, comme on dit? Il y a beaucoup de procédés. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on prend l'exemple des keylogos, je ne sais pas si tu connais les keylogos. Les keylogos, ce sont des logiciels qui permettent d'enregistrer les frappes de l'ordinateur. Une autorité judiciaire est habilitée c'est textuel dans le code de procédure pénale, à installer dans l'ordinateur ou bien à transmettre à un cyberdélinquant ou bien à un suspect tout simplement ce type de logiciel pour permettre donc d'enregistrer les frappes de l'ordinateur. Et une fois que vous enregistrez les frappes, vous pouvez notamment avoir le mot de passe de son mail et pouvoir accéder au contenu de sa messagerie électronique. Les écoutes, on reste là-dessus. Hein? On préfère donc, comme vous le dites, parler d'interception parce que écoute est un terme massif qui fait peur. Oui, ça fait... C'est fait exprès? Certainement. Mais enfin, la loi n'utilise pas le terme écoute, la loi parle d'interception. Justement, d'où ma question. Oui, certainement, ça fait peur, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une mesure très, très intrusive. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ousmane, est-ce que vous savez que seul le juge d'instruction est habilité à procéder à ordonner une interception de correspondance électronique? Il est seul habilité à le faire. Même le procureur de la République n'est pas habilité à ordonner une telle mesure. Encore moins les officiers de police judiciaire. Donc c'est pour dire que c'est une mesure très intrusive et c'est encadré. C'est encadré. D'ailleurs, lorsque le juge intercepte les correspondances, la loi dit que les enregistrements qui sont opérés dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure-là doivent être détruits lorsque la décision, le jugement rendu à propos de cette affaire est définitif. Oui, et ça nous permet d'ailleurs, en restant sur les OTT, de parler des GAFAM, les géants occidentaux du numérique, pour la plupart d'ailleurs américains. Quelle coopération entre, par exemple, nos autorités judiciaires et ces fournisseurs de services internationaux? On rappelle très vite, pour l'auditeur encore une fois, que par exemple une application comme WhatsApp s'écrit tout de suite et maintenant que les communications sont cryptées de bout en bout. D'abord, ça veut dire quoi exactement avant d'en venir à la question sur la coopération avec les GAFAM? C'est-à-dire que la communication, les informations qui sont échangées, leur confidentialité est assurée de la personne qui transmet le message au destinataire. Et quid maintenant de la coopération avec ces GAFAM? Alors, c'est une coopération qui est essentielle à la lutte contre la cybercriminalité. Essentielle. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans les approches traditionnelles, les autorités judiciaires n'avaient pas besoin d'acteurs privés pour recueillir des preuves. Aujourd'hui, la donnée, ça change, l'approche change carrément. Puisque la plupart du temps, les preuves sont contenues dans les serveurs qui sont détenus par des acteurs privés. Et ce qui l'explique... Et de surcroît étrangers. Qui ne sont pas sur le territoire national. Pour l'essentiel, ils sont aux États-Unis, en Irlande, ou en tout cas hors de l'Afrique. De notre juridiction. De notre juridiction. Alors, donc, le juge a souvent besoin, dans le cadre de ses investigations, de recueillir des éléments de preuve qui se trouvent à l'étranger. Et on sait que ce n'est pas évident, surtout quand on n'a pas les mêmes lois, ce qui arrive souvent d'ailleurs. Mais exactement. Donc, la coopération avec les fournisseurs de services Internet pose véritablement problème, à 3 niveaux. D'abord, ces acteurs, vous l'avez dit, sont régis par la loi américaine. Donc, un juge sénégalais ou bien un officier de police judiciaire, je ne vois pas comment il peut envoyer une réquisition à Facebook pour lui dire fournissez ou divulguez-moi telle information ou bien supprimez telle vidéo.
Parce que le fournisseur de services en question est régi par la loi américaine, pas par la loi sénégalaise. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que ces acteurs ont un modèle économique fondé sur la confidentialité des données de leurs clients. Ils rechignent très souvent à divulguer des informations de leurs clients, même à des autorités judiciaires qui se trouvent à l'étranger. Souvent, ce n'est même pas dans leur culture. Ce n'est pas dans leur culture. C'est-à-dire, on n'est pas dans les mêmes cultures, on n'est même pas dans les mêmes environnements juridiques. Le troisième problème, c'est que on a des approches de coopération différenciées d'un fournisseur de services à un autre fournisseur. Donc, chaque fournisseur a ses exigences de coopération et quelquefois les officiers de police judiciaire ne s'y retrouvent pas. Et moi, j'ai assisté à beaucoup de conférences où des acteurs judiciaires, des policiers, des gendarmes, des magistrats se plaignent de ce qu'ils envoient des demandes de coopération à Facebook, à Twitter, à des fournisseurs de services qui ne réagissent pas. Tout ça. Mais est-ce qu'ils comprennent d'abord? C'est ça le premier problème. C'est vraiment un problème qui se pose aujourd'hui. Alors, je pense que sans cette coopération avec les fournisseurs de services, il sera très très difficile de lutter effectivement contre la cybercriminalité. Un élément de réponse peut-être se trouve dans le deuxième protocole à la Convention de Budapest. Vous savez qu'il y a une convention internationale, c'est la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Et le Sénégal est parti à cette convention depuis 2016. Alors, cette convention-là comporte un premier protocole additionnel sur les actes racistes et xénophobes qui est en vigueur. Et maintenant, depuis quelque temps, les autorités du Conseil de l'Europe ont engagé la réflexion pour adopter un deuxième protocole à la Convention de Budapest. 2 États africains ont participé aux travaux de rédaction. J'ai eu l'honneur de faire partie du groupe d'experts chargés de rédiger ce deuxième protocole. C'est le Sénégal et l'île Maurice. Alors, dans ce deuxième protocole qui met l'accent sur la coopération internationale et la divulgation des preuves électroniques, il y a des dispositions sur la coopération directe des autorités judiciaires avec les fournisseurs de services. Pas une coopération fondée sur le volontariat, c'est-à-dire sur la volonté du fournisseur de services, mais sur la base d'une injonction que l'autorité judiciaire adresserait au fournisseur de services pour lui demander notamment de divulguer des données, de retirer une vidéo, en tout cas une coopération qui s'imposerait aux fournisseurs de services dans le cadre donc de ce protocole-là. Mais c'est dans un cadre conventionnel. Ce protocole a été adopté. Il n'est pas encore en vigueur, mais il est ouvert à l'adhésion et à la ratification de tous les États. Je pense que ces dispositions contribueront un peu à apporter des éléments de réponse par rapport à cette question de la coopération des autorités judiciaires avec les fournisseurs de services. Oui, on rappelle d'ailleurs, même s'il est adopté, que dans tous les cas, il y aura des délais tellement long en matière de coopération, par exemple pour le retrait d'une vidéo diffusée sur Internet, on l'a vu au Sénégal, on a beau se plaindre, on a beau plaindre la victime, il reste que ce sont des vidéos qui sont là peut-être pour des années en ligne. Est-ce que ce n'est pas un problème? C'est un problème actuellement. Mais je pense qu'une fois que le deuxième protocole sera en vigueur, puisque ça risque d'aller vite, hein. C'est un document qui a été déjà adopté. Mais qu'est-ce qu'il dit par rapport au délai, ce protocole-là? Non, c'est-à-dire lorsque le fournisseur de services reçoit une demande de la part d'une autorité judiciaire pour retirer par exemple une vidéo, pour lui divulguer des informations, des données utiles à une enquête en cours dans un pays, le protocole met à la charge du fournisseur de services l'obligation de réagir de façon prompte. Et ça, c'est la responsabilité du fournisseur de services qui est en cause, puisque les États-Unis sont partis à la Convention de Budapest et les États-Unis seront partis au deuxième protocole de cette convention sur la cybercriminalité. Oui, mais convenez déjà avec nous que pour que l'affaire en question atterrisse sur la table du magistrat, du juge, ça prend déjà du temps. Oui, ça peut prendre... Est-ce qu'il n'y a pas une alternative? On rappelle très vite, je ne vous apprends rien, que la France, par exemple, avait initié un projet comme ça dans le cadre de la lutte contre les fake news, que le juge puisse, disons, se prononcer ou en tout cas travailler un peu sur cette affaire
arriver à une conclusion rapide en l'espace, si je me trompe, de 48 heures. Si je me trompe, rectifiez-moi. Est-ce qu'au Sénégal, on peut envisager une alternative comme ça? Parce que très régulièrement, il y a des vidéos, des photos compromettantes de Sénégalais qu'on diffuse en ligne et qu'on ne peut pas retirer. Non, c'est vrai, c'est un problème, Ousmane, que tu poses, qui est réel, hein, parce que jusque-là, on n'avait pas un instrument qui permettait aux autorités judiciaires de pouvoir interagir directement avec les fournisseurs de services. Il fallait faire une demande d'entraide, passer par les rouages classiques de la coopération. C'est-à-dire, c'est entre deux États, c'est-à-dire une coopération qui met en relief deux États. Et ça peut prendre quand même du temps. Puisque en matière de cybercriminalité, ça va très très vite. On a besoin de retirer très vite. Si c'est une vidéo qui est là dans un serveur, il faut retirer très très rapidement la vidéo, sinon voilà, ça peut aller ça va très vite. Mais je pense que les nouveaux mécanismes qui sont prévus par le deuxième protocole à la Convention vont permettre d'accélérer le processus de coopération, puisque les relations seront des relations directes entre les autorités judiciaires et les fournisseurs de services. Et il y a une base conventionnelle, c'est-à-dire une base légale au niveau international qui met à la charge des fournisseurs de services l'obligation de coopérer avec ces autorités judiciaires. Et là, peut-être on renvoie plus à la CDP parce qu'il y a ce droit à l'oubli dont on parle à l'international, en oubliant souvent, parlant d'oubli, en oubliant souvent qu'on peut effacer une vidéo sur une plateforme donnée alors qu'elle a été stockée ou téléchargée par d'autres usagers ailleurs. Le droit à l'oubli a du mal à être mis en œuvre dans le cyberespace, en raison des particularités techniques du cyberespace, en raison aussi de l'ubiquité des réseaux. C'est vraiment un droit qui est là, qui est posé, on en parle toujours, mais les particularités techniques de l'Internet, les particularités techniques des réseaux font que la mise en œuvre de ce droit, on en parle toujours, mais la mise en œuvre sur le terrain pose, vous avez raison, problème. Très rapidement, Dr Papa Santouré, il nous reste quelques minutes alors que les sujets abordés sont nombreux. Dans certaines affaires judiciaires, on note de plus en plus une tendance à prouver des infractions au moyen de collecte illicite de données à caractère personnel très vite. L'affaire Kilifeu, par exemple, comme des enregistrements à l'insu de personnes. Ces éléments de preuve sont-ils recevables en justice? On le note. Vous l'avez dit, Ousmane, on le note. C'est une tendance de plus en plus qu'on constate à produire en justice ou bien au cours d'une enquête des éléments de preuve qui résultent eux-mêmes de la commission d'infraction. C'est-à-dire, vous produisez une preuve en justice alors que cette preuve résulte par exemple d'un enregistrement ou bien d'une captation d'image ou de son à l'insu de l'intéressé. Vous enregistrez une personne à son insu, vous le filmez, vous la filmez à son insu, après vous produisez ces éléments de preuve en justice. Alors la question très souvent qui est posée, c'est la question de savoir si ces éléments de preuve sont recevables. Est-ce qu'on peut considérer ces éléments de preuve comme des éléments de preuve qui peuvent emporter la conviction du juge? Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'en matière pénale, il y a un principe, c'est le principe de la liberté de la preuve. Le juge peut admettre en principe tous les éléments de preuve. Ça peut être un écrit, ça peut être un témoignage, ça peut être toutes les preuves. La seule condition que la loi prévoit, c'est que la preuve doit être discutée et débattue à l'audience. Dès lors que c'est discuté et débattu, la preuve est recevable, en principe. Alors, même si c'est de l'audio? Même si c'est de l'audio. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on admet que l'électronique est recevable. Ça c'est réglé depuis toujours. Hein. Depuis très longtemps, on admet que le numérique constitue une preuve qui peut servir à convaincre un juge. Ça peut être un système de vidéosurveillance qui filme une personne en train de commettre une infraction. Ça peut être un SMS, ça peut être un courrier électronique. Donc, les traces informatiques peuvent constituer des éléments de preuve. Maintenant, il y a une limite. C'est que la la jurisprudence a admis qu'il y a un principe qu'on appelle le principe de la loyauté de la preuve. Tous les éléments de preuve sont admissibles, mais on n'admet pas un principe, une preuve qui résulte de la commission d'une infraction. Vous ne pouvez pas prouver une infraction en commettant vous-même une infraction, en produisant la preuve.
On interdit également le recours à des procédés déloyaux de preuve. C'est pourquoi la jurisprudence considère que lorsque ces éléments-là de preuve qui résultent d'enregistrements illicites ou bien de captation de l'image de personnes à leur insu, lorsque ces éléments de preuve sont produits par des autorités judiciaires, cette preuve est irrecevable. Je dis bien par des autorités judiciaires, des autorités publiques. Par contre, et ça c'est la jurisprudence qui le dit, je ne fais que rappeler la jurisprudence, lorsque ces preuves sont produites par des particuliers, la jurisprudence admet la recevabilité de ces preuves. Par exemple, lorsque un Sénégalais lambda met en place un système de vidéosurveillance chez lui, en principe, le système de vidéosurveillance doit être déclaré à la CDP, à la Commission de protection des données personnelles. C'est le système de la déclaration. Si vous ne le déclarez pas, vous commettez vous-même une infraction. Parce qu'il y a une infraction de collecte déloyale de données à caractère personnel. Mais malgré tout, la jurisprudence admet que cette preuve, même si elle résulte de la commission d'infraction, elle est déloyale, cette preuve est recevable en justice. La transformation digitale de l'administration pour le secrétaire général adjoint du gouvernement chargé des affaires juridiques. Est-ce qu'il y a un lien très rapidement, Papa Hassan, il nous reste 3 minutes, entre le numérique et l'entrée en vigueur des lois, l'objet d'ailleurs de votre dernier ouvrage? Alors, pour rappel, l'entrée en vigueur, c'est le point de repère à partir duquel un texte de loi est opposable à l'État, d'accord, et opposable à un citoyen. Donc, c'est vraiment la date à partir de laquelle la loi est applicable. Effectivement, on peut l'appliquer. Alors, jusque-là, nous avions un système d'entrée en vigueur des lois qui était régi par une loi de 1970. 6 février 1970. C'est assez vieux. Alors, ce système prévoit... 10 ans après les indépendances. Voilà, 10 ans après les indépendances. Et c'était applicable jusqu'au mois de mars 2021. Donc, c'était un système qui était fondé exclusivement sur le support papier. La loi entrait en vigueur, on disait la loi devait être publiée au journal officiel. Et 3 jours francs après, et la publication se faisait sur support papier, hein, c'est le journal officiel qui est géré par l'imprimerie nationale qui était publié sur support papier. Et après la publication, le journal officiel devait être déposé au secrétariat général du gouvernement. Je vous décris tel quel le processus, déposé au SGG. Une fois déposé au secrétariat général du gouvernement, le texte entrait en vigueur 3 jours francs après le dépôt, à Dakar, Thiès, etc. À l'intérieur du territoire, le texte entrait en vigueur 5 jours francs après le dépôt, puisqu'il fallait transporter physiquement, c'était ça, hein? Il y avait ce qu'on appelait le courrier à l'époque. Un courrier il y avait un gars qui était là, qui devait transporter les journaux officiels à l'intérieur du territoire. C'est pourquoi on impartissait un délai de 15 jours pour que le texte entre en vigueur à l'intérieur du territoire national. On a estimé vraiment que ce système-là devait être revu, puisque depuis 2000, déjà, le journal officiel est en ligne. Il y a dans le site gouv.sn. Du moins une bonne partie du journal officiel depuis les années 2000. Alors, c'est pourquoi le SGG, le secrétaire général du gouvernement, a engagé une réflexion pour rénover, pour revoir le système d'entrée en vigueur. Et cette réflexion a donné naissance à une loi du 2 mars 2021. Cette loi a réinitialisé. Je dis toujours c'est une réinitialisation du système d'entrée en vigueur. On repart de zéro. On repart, voilà, de zéro. Et désormais, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication. Et cette publication se fait aujourd'hui sur support papier et sur support électronique. Merci beaucoup, Dr Papa Hassan Touré. C'est moi. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi, Ousmane. Et je profite de l'occasion pour t'encourager pour le travail extrêmement important que tu réalises au niveau de la e-radio. Merci beaucoup, Papa Hassan Touré, d'avoir été notre invité ce 20 mars sur e-radio, juriste spécialisé dans la cybersécurité, magistrat de formation aussi, ancien substitut du procureur à Saint-Louis, ancien vice-président du tribunal d'instance de la vieille ville, ancien juge au tribunal de grande instance de Dakar, le parcours d'un Domou Dakarou, devenu depuis 2014 le secrétaire général adjoint du gouvernement de votre pays en charge des questions juridiques. Vous avez
avez beaucoup écrit et parlé entre colloques, conférences, ouvrages, séminaires, cours, numéros spéciaux que nous dédions à notre confrère El Hadj Ndaté Diop, rappelé à Dieu il y a tout juste une semaine, c'était dimanche dernier. La cybersécurité, disais-je, est au cœur de votre quotidien et c'est peu dire, docteur Papa Santouré, pour notre regretté ami et compagnon, c'était la culture sous toutes ses facettes et à travers toute l'Afrique. Elle, c'est Diarry Sow, jeune écrivaine sénégalaise. Depuis 6 jours, elle est portée disparue en France où elle étudie au lycée Louis-le-Grand de Paris. Une disparition énigmatique qui inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Au mois d'août dernier, la presse a décrit un journaliste de talent, un homme des ondes aux ondes positives et inspirantes. Le jeune stagiaire que j'étais à la RFM en 2013 avait su trouver en lui un guide avisé et bienveillant, devenu un véritable grand frère par la suite, notamment au sein du service culture. Du fond de sa tombe à Pire, qu'il reçoive notre sincère gratitude, nos condoléances à son épouse Astou, ses enfants Mimi, Adama, Dabar, Ndei, la profession, le Sénégal dans sa globalité, l'Afrique aussi, pour ce connaisseur de la culture continentale. Ndaté Diop, c'était une folle passion du micro et Alassane Samba Diop l'a dit dimanche dernier lors de la levée du corps, une persévérance à toute épreuve, quoique déjà diplômé de l'ISEC, il avait opté de retourner à l'école du journalisme, l'ISIC puis le CESTI pour renforcer davantage ses connaissances. Après cette FM, Énergie FM, Walf FM, il avait accepté un premier poste de correspondant à Thiès, à la RFM en 2003, avec des événements couverts par ses soins restés mémorables pour les auditeurs. Le FESPACO qui se tient annuellement, les chantiers de Thiès, la présidentielle de 2012 aux côtés de Macky Sall, devenu président à 50 ans pile, il rejoint le Seigneur. Nous ne l'oublierons jamais. Que son âme repose en paix. Excellent dimanche et excellente semaine. C'est tout pour ce numéro de Khalam. Rendez-vous samedi prochain pour d'autres actualités culturelles.